Bonjour à tous. Je suis pas Denis Christol, je suis Olivier Egvert, mais Denis me donne ses codes pour pouvoir présenter ce webinaire. J'anime tous les 15 jours cette webconférence. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Bastien Kerspern, qui est designer, qui va nous parler de ses expériences en matière d'innovation publique en utilisant le design de façon un petit peu différente de ce que un certain nombre d'entre vous connaissent de façon non pas traditionnelle, mais de façon habituelle, hein, le design thinking, des choses comme ça. Alors Bastien n'a pas de webcam, mais il a un écran avec lequel, sur lequel on va pouvoir regarder sa présentation. Euh, Comme d'habitude, pour ces conférences du vendredi soir, nous avons une modalité d'échange qui est celui du module conversation qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez marquer un message, une question, et moi je prendrai en compte tout ce que tout le monde dit pour poser des questions à la fin de l'intervention de Bastien. Bastien va parler 25 minutes et on va essayer de faire 20 minutes d'échange ensemble. Vous pouvez aussi vous adresser directement à moi si vous le voulez en faisant un clic gauche sur Denis Christol et en mettant un message. Mais pour l'instant, on va donner la parole à Bastien pour cette septième conférence du vendredi soir. Voilà, Bastien, je te laisse commencer, te présenter. Vas-y, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'innovation publique vue par le prisme du design ludique et critique. Et effectivement, avant de rentrer dans le sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Bastien Kerspern, je suis designer d'interaction et de services, donc ma spécialité étant de créer des services numériques. Et j'ai décidé plutôt que d'aller créer ces services numériques pour des Facebook, des Google ou autres, voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces techniques et cette approche pour le mettre au service de problématiques qui tiennent du champ public. Aujourd'hui, on va parler design, mais on va voir effectivement, comme disait Olivier en introduction, d'autres façons de voir le design. Euh, Moi, je me suis intéressé à ces questions de l'utilisation du design pour l'innovation publique et démocratique à travers des projets qui tenaient de différents formats. Il y a eu du débat public avec le débat public éolien au large de Saint-Nazaire, également du côté de la prospective avec le projet de Destination 2030 qui était un projet de prospective de la région de Saint-Nazaire également. Également la refonte de dispositifs de dialogue citoyen. Et au fur et à mesure de ces expériences qui tenaient plus du design thinking, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines limites à cette approche. Donc j'ai été voir d'autres outils du design qui permettent d'avoir une posture un peu différente. Cette posture, en fait, et pour faire juste un petit topo sur le design thinking, c'est une démarche qui se veut avant tout dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire qu'on va utiliser le design pour identifier des problèmes. Ça peut être des problèmes de participation des citoyens, des problèmes d'engagement de public dans des systèmes d'évaluation. Et on va essayer de résoudre ces problèmes par l'utilisation du design qui repose sur des principes d'empathie, qui repose sur des principes de créativité. Et moi, j'ai décidé d'opérer un changement dans mon approche, de ne pas être tant sur le problem solving, sur la résolution de problèmes, que sur ce qu'on appelle le problem finding, en anglais, autrement dit, en bon français, trouver ces problèmes avant de les résoudre. Un des écueils de l'innovation, et le design n'échappe pas à cet écueil, c'est que parfois on tend à aller vers la solution un peu trop vite, avant d'avoir mieux cerné le problème et mieux compris la problématique qui s'offrait à nous. Donc j'ai passé en fait mon prisme du design de l'innovation applicative vers plutôt l'utilisation du design pour du questionnement, pour de la controverse et pour s'ouvrir d'autres horizons, que ce soit libérer les imaginaires ou s'inspirer. Je vais vous proposer une sélection de projets sur lesquels je suis intervenu qui vont justement montrer en quoi cette approche de l'identification de problèmes peut être pertinente dans l'innovation publique. Pour finir ma présentation personnelle, donc je suis designer chez deux studios, Casus Ludi et Design Friction. Design Friction étant plutôt orienté vers une des approches qu'on va voir qui s'appelle le design fiction, donc qui est un design critique et réflexif.
et l'autre étant Casus Ludique, qui produit des jeux vidéo à destination de l'information publique et de la participation citoyenne. C'était pour l'instant en proto-promo, mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec une première partie qui est consacrée à l'innovation publique ludique. Donc on entend beaucoup parler des approches ludiques récemment, et c'est à juste titre parce que au final, si on y regarde de plus près, le jeu c'est une pratique qui est naturelle pour tout le monde puisque on grandit en étant enfant, en apprenant en jouant, en faisant l'expérimentation de la vie en jouant, et on a quelque chose qui est quasiment inné, qui tient de l'ordre du jeu, et le jeu a beaucoup de caractéristiques qui le rendent universel. Ça permet de mettre les personnes en décalage, ça permet d'ouvrir l'imaginaire, ça permet d'apprendre des choses, et ça nous met aussi dans un état de concentration qui est très différent, puisque lorsqu'on joue à un jeu, on a tendance à être très concentré sur ce qui se passe, parce qu'on se dit que les éléments qui vont nous être apportés par ce jeu, on va devoir les réutiliser plus tard dans d'autres temps du jeu. La façon dont on peut utiliser le jeu pour l'innovation publique et tous ces aspects positifs, que ce soit la libération des imaginaires, l'état de concentration, le décalage créatif, nous on l'aborde sous deux angles. Le premier, c'est d'utiliser le jeu pour faire de l'information et de la concertation. Pour ça, on utilise un format un peu particulier qui s'appelle le news game. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des serious games. Le news game, c'est un cousin très proche. Le news game est un cousin très proche du serious game. En fait, on va venir mettre en jeu des informations. On n'est pas là pour faire apprendre quelque chose à un public, on est là pour faire passer un message et pour faire en sorte que ce public s'approprie ce message et questionne également ce message. Le news game, c'est typiquement un jeu sur une actualité, que ce soit une actualité de société ou l'actualité d'une collectivité ou d'une institution, par exemple. Alors, on va prendre un sujet qui fait polémique depuis 40 ans, comme archétype du news game. C'est un jeu qu'on a développé au sein de notre studio qui s'appelle NDD News Game, donc qui est un jeu sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est sorti l'an dernier, quelques semaines avant la consultation publique qu'il y a eu en Loire-Atlantique. Pour l'anecdote, je suis basé moi-même à Nantes, donc c'est un sujet qui est un sujet de proximité et dont on a entendu beaucoup parler. Et on a décidé donc de monter un news game qui permettrait au public, et notamment au public n'ayant pas forcément d'opinion sur le sujet, de se construire cette opinion de manière transpartisane. C'est-à-dire que le but du jeu n'était pas de dire il faut être pour l'aéroport, il faut être contre l'aéroport, mais de donner au public des clés qui lui permettent de se construire une opinion. Typiquement ce dont on a besoin en amont d'une phase de concertation, à savoir informer le public. Donc NDD News Game, c'est un jeu vidéo qui est accessible en ligne, et qui est toujours d'ailleurs accessible en ligne, et qui propose aux joueurs d'incarner soit le camp des pro-aéroports, soit le camp des anti-aéroports. Et l'idée, ça va être de venir confronter les arguments des pour et des contre, des arguments qui sont d'ordre administratif, écologique, socio-économique, donc des arguments que nous on a sourcés auprès des parties prenantes, et de se faire une opinion en comparant les arguments des uns et des autres. À chaque argument pour correspond à un argument pro, ce qui permet d'avoir une vision en fait globale du débat. Mais ce jeu, c'est pas uniquement pour se faire une opinion, c'est également pour comprendre comment est-ce que le débat en tant que tel, dans sa forme, se passe. Donc, pour gagner ce jeu, il faut apprendre à jouer avec les composantes du débat, c'est-à-dire les temps médiatiques, apprendre à médiatiser son message dans le jeu, mais également composer avec des événements perturbateurs, que ce soit des manifestations, que ce soit des recours en justice. Donc on est sur un jeu qui permet à la fois de comprendre le fond de l'argumentaire et également la forme du débat. En soi, NDD News Game, on a voulu aussi le rendre accessible, puisque ces principes de jeu qu'on peut trouver en ligne, on les a transformés en jeux de cartes, où voilà, on se met à 4, 5, 6 autour d'une table et on commence à jouer à NDD News Game en version jeu de cartes papier, qui était également accessible depuis le site. Ce jeu, ça se vend avant tout une stimulation pour la réflexion, mais aussi pour la discussion. On peut aussi imaginer que ce type de jeu, là on l'a traité sur NDD News Game, c'était une activité autofinancée pour des questions de neutralité. On peut aussi imaginer que ça pourrait très bien se transposer à d'autres grands sujets de débat, et notamment de débats publics. Je pense à tout ce qui est de l'ordre de l'éolien offshore, où il y a eu plusieurs débats publics organisés il y a quelques années à ce sujet. Une autre façon d'aborder le jeu, au-delà d'aborder le jeu pour la concertation, donc pour informer le public et lui permettre de se construire une opinion, c'est de l'utiliser pour faire de la co-conception.
Là, je vais prendre un exemple qu'on a développé pour le conseil départemental de Loire-Atlantique, qui s'appelle Data Takeaway, qui est un kit de cartes, de jeux de cartes, qui a été créé à partir des données ouvertes du département de Loire-Atlantique, donc les données qui sont mises à disposition par le département pour le grand public. On a fait un jeu de cartes qui exploite toutes les données qui sont liées de près ou de loin à la question de l'emploi. Et le but de ce jeu de cartes, c'est d'assembler ces cartes pour des ateliers de créativité, pour imaginer des nouvelles applications qui utiliseraient les données liées à l'emploi et qui permettraient du coup de répondre à des problématiques type la réinsertion professionnelle, la reconversion, la motivation pour un entretien d'embauche, etc. Donc on est sur un kit de cartes avec qui comprend aussi bien des cartes créatives que des cartes de données, que des cartes de contexte, de public. Et on joue avec ces cartes. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je crée une application pour répondre à la problématique de tel public avec telle donnée. Donc on associe les cartes pour essayer d'imaginer des solutions et des pistes d'idées pour des applications qui utiliseraient ces open data. L'idée étant de valoriser la démarche de publication et d'ouverture des données, et également de permettre à des publics qui ne seraient pas des publics techniciens, donc qui ne maîtriseraient pas l'usage des données, de s'emparer de cette matière publique pour créer des applications qui soient elles aussi d'intérêt public. Donc voilà, ça donne ça, on est sur une problématique, je vais associer des données avec des publics comme on peut le voir à droite, et imaginer qu'est-ce que ça donnerait si c'était une application, qu'est-ce que ça donnerait si c'était un jeu, qu'est-ce que ça donnerait si c'était un service de proximité, toujours en se basant sur ces données publiques qui sont mises à disposition par l'institution. La seconde approche sur laquelle je voulais revenir, au-delà de l'innovation, du caractère ludique qu'on peut donner à l'innovation publique, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut donner un caractère critique, un caractère réflexif. Et pour ça, on va utiliser vraiment une posture justement de problem finding, comme je disais au début, c'est-à-dire d'identification des problèmes, à savoir quelque chose qu'on appelle le design fiction. Alors le design fiction, c'est une approche qui est assez particulière du design, puisqu'on va aussi imaginer des services, on va aussi imaginer des produits, on va imaginer des applications, sauf que tout ça n'a pas vocation à sortir, n'a pas vocation à être mis sur le marché, n'a pas vocation à être poussé par une collectivité. Non, c'est juste des objets qui vont permettre en fait de générer la discussion. On crée des objets qui sont provocants et qui sont là pour servir à tangibiliser, à concrétiser des problématiques et à les mettre en débat avec, ça peut être des agents, avec des élus, avec également des personnes, des parties prenantes de la société civile. Le design fiction, par essence, est très frictionnel, on dira. Il aime beaucoup la controverse. Il va beaucoup chercher justement tout ce qui est de l'ordre du tabou, de la problématique, puisque l'intérêt étant de se permettre d'aller plus loin que des réponses consensuelles et surtout de voir là où ça gratte, là où il peut y avoir des vraies problématiques. On pourrait aussi lui donner deux grandes caractéristiques à ce design fiction, c'est de servir d'inspiration, puisqu'on crée des objets qui ne vont pas être publiés sur le marché si c'était commercial, ou qui ne vont pas être mis à disposition par la collectivité si on est dans le domaine public. On peut imaginer des choses qui poussent les curseurs du possible et du préférable très loin, et qui vont servir plus tard à s'inspirer pour créer des solutions qui cette fois elles seront applicatives et qui auront vocation à sortir. C'est un peu comme dans le monde automobile, on a ce qu'on appelle les concept cars, qui sont ces voitures un peu futuristes et parfois un peu farfelues qu'on voit sur les salons automobiles, qui n'ont pas vocation à sortir sur le marché, mais qui vont servir d'inspiration et de matière à discussion pour les constructeurs automobiles. Donc le design fiction fait un peu ça, mais avec un caractère poil à gratter, encore une fois, puisque son idée c'est en fait de venir ralentir les processus d'innovation. Autant le design thinking et le design collaboratif, d'une certaine manière, essayent d'accélérer le processus d'innovation en allant très tôt sur des choses qu'on appelle des prototypes, donc des premières versions de services qui sont mises à disposition. Autant là, le design fiction essaye de ralentir, redonne du temps pour du débat, pour la discussion, pour réinterroger les problématiques, pour réinterroger les constats, et aussi éviter qu'on fasse, qu'en voulant résoudre du moins un problème, on vienne en créer 10 à 5 ans d'horizon. Pour mettre un peu de concret et d'illustration sur tout ça, moi j'aime bien cette expression de design des polémiques publiques, puisqu'on parle beaucoup de design des politiques publiques, qui du coup est l'utilisation du design pour créer
de la chose publique et du bien commun. Moi, j'aime bien citer des designs des polémiques publiques parce qu'encore une fois, on va venir aller chercher des champs qui sont pas forcément explorés ou alors qui peuvent être aussi tabous. Donc, une des premières vocations du design fiction, du design spéculatif aussi, comme on peut l'appeler, c'est de venir rendre tangibles des problématiques qui sont complexes. Aujourd'hui, avec l'innovation publique, on touche à des problématiques qui sont réellement complexes, qui ont des implications économiques, sociologiques, politiques également. Tout ça ne peut pas être, j'allais dire, ramené à une seule problématique à laquelle on répondrait via un brainstorming. Donc le design fiction a cette vocation de venir les réinterroger et de venir gratter sur quelles sont les tensions qui peuvent être sous-jacentes. En guise d'exemple, pour justement cette tangibilisation des problématiques complexes, je vais prendre un projet qui est tout neuf puisqu'il est sorti hier, qui est un projet qui s'appelle Politique Fiction et qui utilise justement cet outil de la fiction et du design fiction pour permettre aux électeurs de se projeter dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Pour ce projet, les 5 principaux candidats ont été analysés par le prisme du travail, donc leurs propositions ont été prises, ont été extrapolées, on s'est imaginé dans le futur si elles étaient appliquées, qu'est-ce que ça donnerait d'une manière idéale, et qu'est-ce que ça donnerait si ça se passait un peu en demi-teinte, si ça se passait moins bien. Donc on a des scénarios idéaux, et des scénarios critiques qui permettent de se projeter dans quelles seraient les conséquences et des implications de ces programmes des candidats. Donc c'est à destination des électeurs pour se permettre de se projeter dans les programmes, pour essayer de voir quelles pourraient être justement ces fameuses implications, et c'est raconté sous la forme de faux articles de presse, de faux entretiens, de fausses interviews, qui se mettent vraiment à l'échelle de l'humain et à l'échelle du quotidien, mais également sous forme de design fiction. Donc le design fiction, en fait, on vient créer des produits, on vient créer des fausses publicités, ça peut être des faux rapports de presse, et toute l'idée, en fait, c'est de faire croire que ces choses-là pourraient sortir pour que ça puisse susciter du débat. Là, par exemple, on a une fausse publication, une fausse publicité Facebook pour une application qui s'appelle Harmony. Et en fait, cette application, elle existe si, du moins elle existerait, si la proposition de Jean-Luc Mélenchon des bureaux du temps était appliquée. Donc le bureau du temps, c'est une idée de bureau pour concilier temps de travail et temps de vie. Et là, on a imaginé si c'était appliqué, il y aurait probablement des applications qui apparaîtraient pour permettre aux gens de gérer ces temps-là et pour permettre au bureau de gérer ces temps-là. Donc, on a imaginé cette application qui permet à la fois de se projeter dans les conséquences du programme et encore une fois de créer de la discussion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une design fiction en soi. Une autre vocation du design fiction, c'est de venir anticiper les problèmes de demain. Autant le design thinking et le design un peu traditionnel, comme le rappelait Olivier en introduction, est plutôt là pour résoudre des problèmes aujourd'hui, de répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Autant le design fiction, parce qu'il extrapole, parce qu'il joue de la spéculation, peut se permettre d'aller voir quels seraient les problèmes qui pourraient apparaître demain. Donc on se base un peu comme de la prospective sur un ensemble de ce qu'on appelle des signaux faibles, donc des choses qui commencent à se produire à petite échelle et qui demain pourraient devenir la norme. Et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut anticiper tout ça. Et j'insiste sur le mot anticiper parce qu'il ne s'agit pas de prédire, on n'est pas là à dire ça va se passer comme ça, on est là pour dire ça pourrait se passer comme ça et de réfléchir à quelles décisions on prend aujourd'hui pour tendre vers cette situation ou au contraire l'éviter. Un exemple pour illustrer cette idée d'anticipation, c'est Proto-Policy, qui est un projet qu'on a fait avec le Parlement britannique, qui est cité il y a 2 ans, et un ensemble d'universités anglaises. Et l'idée, c'était d'utiliser le design fiction pour permettre aux parlementaires de faire de la co-construction des lois liées au vieillissement à domicile. Donc ils ont un ensemble de lois sur le vieillissement à domicile qui a été voté au Parlement à ce moment-là. Et on a pris ce texte et on s'est permis d'aller le décortiquer avec les premiers concernés, donc à savoir des personnes âgées. On a fait un ensemble d'ateliers collaboratifs où, à partir des lois qui ont été déjà votées et des lois qui allaient être votées, on a demandé aux personnes âgées qu'est-ce que ça changerait pour vous dans 5 ans, dans 10 ans, si cette loi était votée. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aberrantes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent ne pas avoir été prises en compte? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent justement au contraire très désirables dans ces lois?
Et on a commencé à faire du coup un travail d'extrapolation et de spéculation sur quels pourraient être les impacts de ces lois. C'était notamment intéressant sur les lois qui n'avaient pas été encore votées, puisque l'idée était d'apporter de la matière aux parlementaires pour qu'ils puissent éventuellement ajuster la trajectoire de la loi avant même qu'elle soit votée, en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant entendu la voix, les craintes, les espoirs de ces personnes âgées. Pour tangibiliser tout ça, on a fait donc plusieurs ateliers, et au cours de ces ateliers notamment, il y a un point de tension qui est ressorti et qui justement n'était pas couvert par les lois du vieillissement à domicile qui étaient à venir, c'était la question de l'euthanasie. C'est un débat qui est un vrai débat de société, qui est très prégnant encore dans la société britannique aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été unanimement pointé par la dizaine d'ateliers qu'on a fait, où la rhétorique des personnes âgées était de dire si je peux vieillir chez moi, est-ce que je peux aussi décider de décéder chez moi et de décéder du moment en toute autonomie, de décider du moment où est-ce que je pourrais vieillir, de mourir quand je le souhaite. Donc ce point de l'euthanasie, on a essayé de l'adresser via le design fiction, en imaginant un monde où l'euthanasie serait devenue un acte banal, un acte répandu parce que la loi l'aurait autorisé. On n'est pas en train de dire via ce projet qu'il faut entériner l'euthanasie, on est en train de proposer une vision d'une société où l'euthanasie serait devenue quelque chose de courant pour permettre, encore une fois, à la société civile et aux parlementaires de débattre des implications de ce texte. On a donc créé une première design fiction, donc un faux produit qui, encore une fois, n'a pas vocation à sortir sur le marché, mais qui est là pour créer du débat et de la discussion, qui est une montre connectée qui permet de s'euthanasier chez soi. Donc à la manière des Apple Watch et des autres montres connectées qu'on a sur le marché, celle-là elle a une seule fonction, c'est de vous permettre, le moment venu, de partir en toute sérénité. Donc c'est une petite montre qui va venir vous injecter du poison lorsque vous l'aurez décidé. Alors on a imaginé tout un système de garde-fous, on l'a vraiment conçu comme si c'était un vrai produit qui devait sortir, donc avec des spécifications techniques, avec des conditions d'usage. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qui fait que vous ne pouvez pas vous euthanasier comme ça, il faut l'accord du médecin traitant, ça prévient également votre famille qui peut vous joindre avant le moment fatidique. Et pour raconter cet objet qui était un objet semi-fonctionnel, on l'a également accompagné de son manuel d'utilisation. Donc on essaie de vraiment le rendre tangible, de rendre ça plausible. On n'est pas sur de la science-fiction, c'est fait à partir de technologies qui existent déjà. Et encore une fois, l'idée c'est de proposer cet objet qui vient soulever une controverse, qui vient soulever de la discussion. Ça a permis du coup de pointer du doigt notamment des manques dans les textes actuels qui ont pu être après retravaillés en groupe parlementaire. Donc il y avait vraiment une espèce aussi de notion d'évaluation du texte avant qu'il sorte par l'anticipation de ses conséquences et par la matérialisation de ses conséquences pour nourrir la discussion encore une fois. Enfin, une des dernières fonctions du design fiction, c'est toutes ces innovations qui sortent aujourd'hui, qui sont proposées dans le champ public, et je pense notamment à City, des territoires connectés. Ils ont un certain nombre d'angles morts, donc des choses où c'est incertain, on ne sait pas comment ça va se passer, ça pourrait bien se passer, ça pourrait mal se passer, ou alors d'une manière intrinsèque, il y a des problèmes qui sont intégrés dans ces innovations, et c'est ce que permet le design fiction aussi, de venir révéler en fait ces problèmes-là, de venir les mettre en avant. Encore une fois, dans cette idée d'anticipation, on essaie d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Et pour faire le lien avec l'approche ludique dont je parlais tout à l'heure, on a conçu un jeu de cartes qui s'appelle Flows of the Smart City, donc qui est disponible aussi en français, qui s'appelle Les failles de la ville intelligente. Et c'est un ensemble de cartes qui vont vous proposer d'explorer justement ces faces cachées de la ville intelligente. Alors ces faces cachées, c'est les questions de confidentialité, de vie privée, d'écosystème propriétaire, de vulnérabilité technologique. Qu'est-ce qui se passe si je connecte un lampadaire, il est plus sensible au hacking qu'auparavant, qu'est-ce que ça peut poser comme problème de sécurité. Donc, toutes ces faces cachées de la ville intelligente qui pourraient poser problème demain si elles étaient généralisées, on les adresse avec un jeu de cartes. Et le but de ce jeu de cartes, c'est de prendre des cartes de lieu, des cartes de problème, des cartes d'action, et à la manière de Takeaway tout à l'heure, d'imaginer des scénarios. Comment est-ce que je peux résoudre tel problème de la ville intelligente dans tel lieu par telle action? Ou au contraire, comment est-ce que je peux créer encore plus de problèmes? Comment est-ce que je peux amplifier ce problème, un peu façon génie du mal dans James Bond, dans tel lieu avec telle action? Et encore une fois, c'est l'idée de créer de la discussion autour de ces problématiques
entre différentes parties prenantes, que ce soit des décideurs publics, que ce soit des agents de service, que ce soit des citoyens, en l'occurrence ici également beaucoup des entreprises qui proposent ces innovations, et qu'on puisse, au cours d'ateliers collaboratifs, mettre ça en discussion, créer des scénarios préférables, créer des scénarios noirs également pour anticiper les risques qui pourraient se passer. Là, c'est un exemple, on a fait cet atelier-là avec des étudiants en design urbain à Nantes, mais il y a également eu d'autres ateliers qui ont été faits par des municipalités au Royaume-Uni, en Autriche et également en Amérique du Sud pour réfléchir à ces problématiques de ville intelligente. Ces deux approches, le design fiction et le news game, le design ludique, et le game design pour l'innovation publique, ce sont des approches qui sont encore marginales dans le monde du design, c'est-à-dire qu'on est vraiment au commencement et aussi au balbutiement de ce qu'on peut faire avec, aussi à découvrir leur potentiel, mais également leurs limites. Et ces deux approches, au final, ces deux pratiques ont un certain nombre de défis qui leur est inhérent. Le premier défi, c'est la question de la légitimité de ces approches. On parle de jeu, on parle de projection dans le futur. Parfois, ça peut sembler être anecdotique face aux problématiques du quotidien qu'une collectivité peut rencontrer, qu'une institution peut rencontrer. Donc il y a ce besoin aussi de remettre en perspective en quoi ces approches sont complémentaires d'une approche d'innovation publique et viennent la nourrir et ne se substituent pas à cette phase de résolution de problèmes. Je crois beaucoup à la combinaison entre design fiction et design thinking, puisque l'un permet d'identifier et mieux comprendre les problèmes, et l'autre va permettre ensuite de les résoudre. Donc les uns et les autres viennent s'inspirer. Le deuxième défi, c'est la question de la responsabilité. C'est notamment le cas pour le design fiction, puisqu'on essaie d'imaginer des futurs qui peuvent être préférables, qui peuvent être vers lesquels on voudrait tendre, mais on imagine aussi des futurs qui sont un peu plus noirs, qui sont un peu plus critiques, et il ne faudrait pas que ces futurs soient pris un peu comme un manuel d'utilisation, et que soit on les comprenne mal, soit on s'en empare et on accélère leur apparition, alors qu'on était au contraire en train d'essayer de prévenir le fait qu'ils puissent se produire un jour. Et le dernier défi, c'est, à mon avis, le plus important pour ces deux démarches, c'est comment est-ce qu'on évalue l'impact de ces approches. Comment est-ce que je m'assure que le fait d'avoir mis une information en jeu, d'avoir utilisé du jeu pour de la concertation, pour du débat public, pour la coproduction de politiques publiques, comment est-ce que je m'assure que tout ça est utile et produit bien du résultat? Et c'est encore plus le cas pour le design fiction, puisqu'on est sur la création de débats, sur la création de discussions, sur l'anticipation de problèmes. Donc comment est-ce que j'évalue l'impact de cette anticipation de problèmes, de cette discussion? Est-ce que d'ailleurs je dois même l'évaluer? C'est des questions qui sont inhérentes et qui sont vraiment pas simples à produire, puisque c'est l'évaluation de l'impact de ces pratiques qui nous permettra aussi de les faire grandir et de les intégrer au fil des processus si ça avait vocation à être le cas. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser Olivier reprendre la main et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser ou s'il y a des points que vous souhaitez que j'approfondisse. Merci. Merci à toi, Bastien. J'ai quelques questions. En fait, la question principale tourne autour mais c'est énorme, mais combien ça coûte? Mais c'est cher, il y a un temps de préparation incroyable, il y a du repérage, il y a un travail sur les sources. Combien ça. Enfin, t'as fait peur à tout le monde, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas plus cher que, j'allais dire, une dimension d'innovation publique classique. C'est-à-dire que si vous faites une plateforme de concertation, par exemple, en ligne, il y a plus de chances que votre plateforme de concertation en ligne vous coûte plus cher qu'un news game. Même chose pour tout ce qui est l'approche du design fiction. On est au final sur, j'allais dire, le même état d'esprit qu'un processus de design classique, c'est-à-dire qu'on va faire des entretiens avec des experts, on va faire des entretiens avec les citoyens, on va faire de la collecte d'informations, on va faire de la production de scénarios. Au final, on est sur, j'allais dire, sur la même ampleur de travail et la même ampleur de mobilisation qui est une démarche classique. La différence se joue que on est sur des modèles qui sont, j'allais dire d'une certaine manière, scalables et qui peuvent être mis à l'échelle, puisque, notamment pour tout ce qui est jeux vidéo, jeux de concertation,
On s'inspire de jeux existants. Là, je vous ai montré MDD News Game, on a fait un autre jeu qui s'appelle Shengas, alors qui lui cette fois est un peu plus éditorial. C'est comme je veux dire, c'est comme un journal. Hein. On a des articles qui sont documentés et factuels, comme peut l'être MDD News Game, et on a d'autres jeux qui sont plus éditoriaux et qui sont plus engagés. Shengas vous propose de découvrir quelles sont les techniques des lobbyistes pro-gaz de schiste, et ça, c'est un jeu qu'on a monté en 48 heures, notamment parce que on s'est inspiré euh, de modèles de jeux existants, parce qu'on a travaillé en collaboration avec des journalistes qui ont fait le sourcing des informations. Donc on est vraiment sur du collaboratif et j'allais dire l'échelle du projet dépend aussi de l'échelle de l'ambition à ce niveau, mais c'est pas plus conséquent que peuvent l'être des démarches d'innovation classiques. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que par rapport à des exemples de jeux qu'on avait, enfin les premiers jeux, bon, moi, le premier jeu dont j'ai entendu parler, c'est Boston qui co-construisait un quartier avec ses habitants. Oui, Ça coûtait une tout à blinde. fait. C'était Participatory Même Chinatown. Paris. Ah oui, Ouais. parce que là on est sur des choses qui sont costauds, c'est-à-dire qu'on est sur des jeux, alors je pense notamment à Participatory Chinatown, il faut imaginer qu'on est dans une salle en réalité virtuelle et qu'on est en train de jouer un peu à SimCity, donc on est en train de construire le quartier en bougeant des blocs. Enfin, c'est de la grosse, j'allais dire de la grosse technologie. Là sur les news games, nous on fait le pari, alors c'est une posture qui est très personnelle à notre approche, mais on fait le pari d'être sur des formats qui sont des formats web, qui sont des formats courts, c'est-à-dire qu'on estime qu'une personne va s'informer entre 5 et 15 minutes et va participer entre 5 et 15 minutes parce que on est sur des usages qui sont classiques sur le web et aussi parce qu'on dimensionne d'une manière technologique les projets pour qu'ils soient abordables, accessibles au plus grand nombre, que ce soit encore une fois depuis un téléphone portable comme les NDD News Game, ou que ce soit depuis une tablette, depuis un ordinateur portable. On n'est pas sur les mêmes budgets clairement et les mêmes je veux dire, implications technologiques, ni les mêmes durées de production que peuvent l'être les jeux vidéo tels qu'on les imagine. Classiquement, on a cette image d'Épinal du jeu vidéo 3D avec des effets spéciaux partout. Là, on est beaucoup plus sur une démarche, j'allais dire, humble et qui s'approche de l'expérience interactive. D'accord. Il y a, si on doit donner quelques exemples, enfin, si on doit donner quelques lignes pour résumer, il y a l'idée que ça sert pour mesurer les impacts possibles d'un travail qui a été mené et peut-être pouvoir corriger des tirs. Ça permet de s'inspirer, ça permet de tester des scénarios catastrophes quand on sent qu'un truc peut être compliqué. Par exemple, le grand saut dans l'inconnu comment dire, de la Smart City, etc. Et globalement, c'est toujours un petit peu aux marges, quoi. C'est pas très au milieu enfin, c'est pas sur les sujets centraux. Alors ça dépend ce qu'on qualifie de sujets centraux. Je vais prendre un autre exemple sur lequel nous on n'a pas travaillé, mais le gouvernement britannique, pour ses futures politiques du rail, donc quand même quelque chose qui couvre au plan national, a utilisé cette approche du design fiction en amont pour essayer d'identifier de manière collaborative avec les différentes parties prenantes, que ce soit les usagers ou les opérateurs du rail, pour essayer d'envisager et de mieux comprendre quelles étaient les problématiques qui se posaient, notamment à l'horizon de 10 à 15 ans. Donc on peut être sur des problématiques qui sont vraiment des problématiques structurelles pour un pays ou pour un territoire. Comme on peut être sur des choses un peu plus sociétales, et je pense notamment à ce qu'on a abordé sur la question du vieillissement à domicile. Ça, c'est sur des scopes qui sont très larges, qui sont à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle d'une région, mais on peut aller aussi sur des choses très précises, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même principe d'extrapolation, de scénario un peu gris, de scénario un peu idéal, qui se déclinerait à l'échelle voilà, d'une concertation de rue. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même une dimension assez prospective dans tout ça à chaque fois, hein. C'est-à-dire que c'est aussi une façon d'avoir des outils pour pouvoir aller dans des directions où on avance un peu dans l'inconnu. Quand on ne sait pas où on va, c'est une façon de se rapprocher à des choses plus terre à terre, quoi. C'est exactement ça. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui a été notamment définie par une des personnes qui a beaucoup travaillé sur la définition du design fiction, c'est le fait que ce qu'on essaie de créer, c'est non pas des cartes, des espèces de feuilles de route, mais on essaie de créer des boussoles en fait, qui permettent de s'orienter.
plus que de montrer la direction à baliser, on essaie de donner des choses pour permettre de s'orienter justement un peu dans ce brouillard. D'accord. Euh, tu as parlé dans ta conclusion de balbutiement. Euh, Mhm. le balbutiement, il est dû aux acteurs publics qui font pas encore de commandes, ou il est dû au monde du design qui s'est pas encore vraiment penché sur la question, ou est-ce qu'il est dû aux deux? C'est... Ouais, je dirais clairement aux deux, hein. On est, faut de partager. Alors c'est des approches qui ont entre 5 et 10 ans. Donc c'est pour ça que je parle de balbutiement aussi, c'est parce qu'à l'échelle du public où il faut mesurer les effets sur le long terme, voilà, on est encore sur des pratiques qui se cherchent parce qu'elles sont en constante évolution, mais effectivement on a besoin de plus d'opportunités de tester ça dans le milieu public, mais on a également besoin aussi de peut-être plus de designers qui s'intéressent à ces approches qui sont plus exotiques que ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'enseignement dans les écoles de design ou de voir en termes d'offres des différentes agences. Euh, mais l'un amènera l'autre, c'est-à-dire plus on aura de designers, plus on aura d'opportunités de personnes pour intervenir, et plus il y aura de commandes, plus il y aura d'opportunités d'expérimenter et de couvrir éventuellement des éléments ou du moins de découvrir des nouveaux potentiels, de nouvelles limites à l'approche. Ouais, c'est ça, ouais. Mais au même titre que le design thinking et le design des politiques publiques l'était il y a encore quelques années, et là encore un peu aujourd'hui, hein, on est exactement sur les mêmes problématiques. On a beaucoup d'expérimentations qui doivent être menées, puisque on doit regarder qu'est-ce qui peut être systématisé, qu'est-ce qui peut être repris et mis à l'échelle, et qu'est-ce qui tient du très particulier et qui tient du cas par cas pour chaque projet. Ouais. Je reviens sur. J'ai parlé de ta conclusion, maintenant je vais plutôt revenir sur des éléments de ton intervention Ouais. de départ, donc de ton intro. Tu parlais, t'as parlé de la concentration que le jeu impliquait et qui permettait en fait de faire travailler des gens de façon beaucoup plus prononcée et focus, quoi. Mhm. Est-ce que, enfin, ça se base sur quoi c'est une observation, c'est quelque chose qui est clair. Alors, c'est ce qu'on appelle, ce qui a été défini, notamment, il y a toute une partie de la littérature académique qui s'appelle les Game Studies, qui est très anglo-saxonne pour le coup, qui est l'étude des effets de jeu et des mécaniques de jeu. Et en fait, ce que montrent ces études, c'est qu'on rentre dans un état qui a aussi été décrit par tout ce qui est les neurosciences et la neuropsychologie, qui est ce qu'on appelle le flow. Donc en fait, on est dans un état de concentration où on est focalisé sur ce qui se passe sur le moment et qui fait qu'on a tendance à intégrer plus d'éléments et à ingérer plus d'informations parce qu'on a cet état de concentration. Quand on est sur un jeu vidéo, c'est aussi un de ses principaux avantages, c'est qu'on fait beaucoup d'interactions, on clique à des endroits, on fait des actions, il y a des réactions qui se passent qui nous qualifient notre action, donc on a je vais dire du retour sur ce qu'on fait, on comprend ce qu'on fait grâce au jeu parce que c'est le principe du jeu. Et c'est ça qui permet de maintenir cet état de concentration. Donc il y a de plus en plus aussi de chercheurs justement dans tout ce qui est neurosciences qui se penchent là-dessus parce qu'on se rend compte qu'au même titre que cet état de concentration se trouve pour certains artistes lorsqu'ils jouent la musique ou lorsque ils font de la peinture, on arrive à avoir le même degré j'allais dire de focus lorsqu'on peut jouer à un jeu vidéo. Alors justement, Alors c'est pas le cas l'universalité encore dont une fois. tu parles, Ouais. est-ce qu'elle se vérifie quand les gens y jouent avec un jeu que tu as déployé et qui joue en Amérique du Sud, en Autriche, en Angleterre ou dans les locaux de l'école de design de Nantes? Est-ce que c'est Hmm. les mêmes façons de faire? Ou est-ce qu'il faut adapter un petit peu? Ah, bien sûr. Alors, quand je disais que le jeu était universel, c'était dans la capacité de l'humain en fait à jouer, on grandit tous en apprenant à jouer. C'est ça en ça que le jeu est universel, inné. Par contre, au même titre qu'un projet de design demande à s'intéresser au contexte, demande à s'intéresser aux spécificités du terrain et fait du sur-mesure en fait dans sa réponse, le jeu fait la même chose. C'est-à-dire que demain, on met NDD News Game en Amérique du Sud, ou voire même on met NDD News Game en Bourgogne. Il n'y aura pas la même résonance que le fait qu'on ait taillé ce jeu pour permettre aux personnes de se faire une opinion
en amont de la concertation qu'il allait avoir. Il y a vraiment une question de contexte qui joue là-dessus, que ça peut être sur des codes culturels, ça peut être sur même une culture du jeu au-delà des codes culturels au sens large. Ça demande un vrai travail de design en ça, où il faut s'intéresser aux besoins des entités, aux besoins des publics, à leur culture, et essayer de s'intégrer au plus près de ça. La question, j'ai une question qui est, est-ce que la concentration est plus importante quand les gens jouent sur une plateforme web ou avec des vraies cartes dans la vraie vie? Est-ce que vous avez senti une différence dans la façon Hmm. de rentrer dans le jeu, quoi? Allô? Alors sur la concentration, je me garderais bien de faire des conclusions généralistes parce que ça dépend aussi vraiment du contexte dans lequel on joue. Hein. Si vous jouez devant un écran de PC, qu'il y a du bruit autour de vous, même si Ouais. le jeu permet de se focaliser, il y aura forcément un peu de perturbation. Par contre, ce qu'on peut constater la différence entre le jeu devant l'écran, qui est souvent quand même un jeu solitaire, c'est-à-dire on peut faire des jeux multijoueurs, mais souvent on est face à son écran. Le jeu de cartes, on est à plusieurs autour de la table et à plusieurs à jouer avec les cartes. Donc c'est pas du tout les mêmes dynamiques. On créera beaucoup plus facilement de l'échange avec un jeu de cartes. D'ailleurs, on parle de jeu de société, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que le jeu permet de faire société, qu'avec un jeu vidéo, on est face à son écran. Alors c'est pas pour ça que être face à son écran n'est pas bon à prendre, hein, mais ça dépend vraiment de l'objectif qu'on se donne. Un objectif d'information, par exemple, peut être bien avec si la personne est tout seul face à un canal. Dans un cadre de discussion, ça peut parfois être plus adapté d'avoir un format où on est à plusieurs autour d'un écran, où on est plusieurs autour de jeux de cartes. Voilà. Et encore quelque chose que tu as dit dans ton introduction sur lequel je voudrais revenir parce que c'est intéressant. Cette façon de faire, les deux hein, façons de faire, qu'il s'agisse de fiction ou qu'il s'agisse de jeu, tu as prononcé le mot d'imaginaire. Et il est intéressant parce que c'est Mhm. quelqu'un avec qui on a travaillé tous les deux qui l'explique bien. Euh, les gens Oui. ont une expertise d'usage, ils savent comment ils utilisent les choses. Les gens, des fois, ils ont des opinions sur des choses, donc voilà, c'est un avis citoyen. Mais l'imaginaire, ça rajoute une couche supplémentaire d'information qui est intéressante parce que quand on n'a pas d'avis sur la chose ou quand on n'a pas de, quand on n'a pas vraiment d'usage, on peut aller chercher l'imaginaire par extrapolation, par association d'idées, etc. Et donc des éléments nouveaux. Est-ce que, enfin là, je parle vraiment au designer, est-ce que j'ai pas tout dit là d'ailleurs, mais comment tu réagis sur ce que je viens de dire? Bah, c'est vrai que le problème de l'expertise d'usage, qui est beaucoup utilisé notamment en design thinking, en approche de résolution de problèmes, c'est que c'est une approche qui est un peu enfermante. On enferme les gens dans le quotidien, dans ce qu'ils connaissent déjà et dans ce qu'ils maîtrisent déjà. L'avantage du jeu et a fortiori aussi de la fiction, c'est d'aller ouvrir des nouveaux horizons, d'aller les projeter et leur permettre à la fois eux d'envisager une nouvelle perspective, mais si on est dans une approche collaborative, de les construire. On fait pas mal d'ateliers notamment de design fiction où on propose aux gens d'imaginer des villes alternatives. Et ces villes alternatives, elles sont pas forcément totalement utopistes, elles sont pas forcément totalement noires et elles font pas peur, elles sont en entre-deux. Et c'est cet imaginaire de l'entre-deux qui est intéressant. C'est-à-dire que si on permet pas aux personnes de rêver un peu lorsqu'on construit la chose publique et qu'on est dans une approche très technique à essayer de résoudre les problèmes, si je caricature un peu à l'échelle de leur trottoir devant chez eux, non seulement on ne crée pas de vision collective, on ne crée pas d'intérêt général, mais en plus on les enferme dans leur quotidien. On est quasiment à leur retirer leur capacité d'engagement parce qu'on les a enfermés dans un questionnement anecdotique. Alors que rouvrir justement cette question d'imaginaire, libération de l'imaginaire, comme le dit très bien Stéphane Juguet que tu mentionnais, est un appel à la créativité citoyenne. Et c'est pas qu'un gros mot de le dire parce que on a vraiment par expérience des histoires fabuleuses qui ressortent à partir du moment où on est capable de décadrer, que ce soit par l'approche ludique ou par l'approche critique ou par l'approche de la fiction, on est capable de créer euh, des nouvelles visions qui sont aussi fortes qu'une vision politique classique et parfois encore plus décapante.
Très bien. Bah, écoute, il est 17h47. On est arrivé à la fin de cette session. Euh, je vous renvoie sur les travaux de Bastien. Il a notamment monté en France le premier hackathon, qui est un hackathon pour inventer des solutions à la con, où ils ont par exemple inventé une machine qui fait de la lumière pour regarder ses pop-corn au cinéma pour embêter ses voisins, donc des choses vraiment importantes. C'est quelque chose d'exceptionnellement intéressant d'aller faire le poil à gratter et pas seulement être dans une approche tout le temps opérationnelle de tout ça. C'est comme ça qu'on peut créer des décalages qui peuvent faire de l'inventivité, de la créativité. Je vous remercie, on a été jusqu'à 30 en ligne ce soir. Bastien, tu as vraiment intéressé les gens, donc merci Merci à beaucoup. vous. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 15 jours où on devrait parler mais c'est pas encore sûr à 100%, mais on devrait parler de bibliothèque et de comment attirer des seniors dans une bibliothèque alors qu'ils n'en ont pas envie. Et c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Moi, j'ai commencé à le préparer, vous verrez, c'est très bien. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci beaucoup, Bastien. Merci.